je voudrais aller sur le nucléaire, la Oui. prolifération, dissuasion, démantèlement. Alors, Oula. je voudrais rappeler une chose, on a oublié, mais l'Afrique du Sud a adhéré au traité de non-prolifération des armes nucléaires en juillet 1991, en tant qu'État non nucléaire, après avoir démantelé tous ses engins nucléaires. Ça, c'est quelque chose je suis sûr que si on faisait un sondage, tout le monde l'ignorerait cette information. Mais est-ce encore envisageable qu'un autre État fasse la même chose aujourd'hui? Un État doté, par Oui, exemple, donc la Chine ou la France, par exemple. se disent je me désarme. Oui, Alors oui et non, l'Angleterre l'a fait, c'est-à-dire qu'elle a ses composantes aujourd'hui, c'est que des navires. Ils ont retiré la partie aérienne de d'accord. l'arme nucléaire. Ok. Il n'a pas retiré la partie sous-marine, enfin marine, océanique. Mm. Et elle a pas dû, elle a maintient l'arme nucléaire. Et je me souviens, donc c'était le traité d'interdiction des armes nucléaires, hein, voté en 2011, je crois, le TIAN, qui appelle à l'abolition de l'arme nucléaire, qui ne s'applique qu'aux États qui ont signé et ratifié ce traité. Donc les États dotés n'ont pas signé. Le Japon n'a pas ratifié le traité, pourtant pays qui a connu l'arme nucléaire. Je crois que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais pas, franchement, le combat pour l'abolition de l'arme nucléaire, moi, je trouve que c'est pas dans mon schéma de réflexion. En tout cas, moi, je pense que c'est une erreur. Donc moi, je comprends qu'on puisse vouloir y aller. D'accord. Et quelque part, l'être humain est comme ça. Il veut vivre dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bah, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. D'accord. Mais je ne vais pas reprocher aux gens de vouloir un monde comme ça. Donc, il faut dissocier ces velléités comme ça de porter, d'initier, et qui, d'ailleurs, ont le mérite parfois de pousser les visions les plus nucléocrates à revoir leur schéma, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça manque d'équilibre. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que c'est deux extrêmes qui se rencontrent et qui, comme ça, s'annulent et ça laisse, et c'est là où on n'est pas peut-être pas assez crédible, ce milieu de pouvoir débattre, pour pouvoir mettre avec dentelle et réalisme, qui est pas forcément agréable, hein, le niveau, effectivement, de la dissuasion, de la protection. C'est la question des garanties positives et négatives. C'est-à-dire que quand, toujours c'est 63 et ensuite 93, où il y a deux résolutions des Nations Unies qui dit, en fait, que une fois que vous avez les traités qui ont été ratifiés, la question, c'est de se dire, les États dotés, donc les 5 États membres permanents, ils s'engagent à réagir, à ne pas attaquer un pays non doté d'une arme nucléaire. Donc on voit le cas russe, qui est une infraction, qui attaque l'Ukraine, qui n'est pas dotée d'une arme nucléaire. Donc c'est cette fameuse sanctuarisation agressive, c'est que dès qu'il a posé le premier soldat qui est arrivé à Zaporijia, en Russie, la menace était l'arme nucléaire. Ça, il a franchi la ligne. Bon. Et ensuite, c'est l'autre volet, c'est oui, c'est un pays non doté est attaqué par un pays doté, les autres pays dotés s'engagent à riposter contre ce pays. Ok. Ouais, est-ce qu'on va mourir pour l'Ukraine? L'Ukraine est un exemple du détail qui est passé du principe à la réalité. Mais qu'il Le faut que ça, en concept, fait. en fait, Qu'on peut pas mettre si, en parce que, échec. en fait, si, parce qu'en fait, la garantie négative, elle dit qu'effectivement on doit riposter, mais elle n'a jamais dit qu'elle doit riposter par l'arme nucléaire. D'accord, ok. Et c'est là où se pose le flou. Et ça, on se dit, attends, mais du coup, comme l'autre, en fait, il attaque la Russie, comme l'autre attaque l'Ukraine, et que le Russe nous oppose une attaque nucléaire, donc on va mourir. Donc, en fait, de l'autre côté, c'est une garantie positive. L'autre, il est dans une espèce de riposte négative aussi, c'est-à-dire qu'il attaque un pays qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, on pourrait dire que c'est un conflit bilatéral. Pourquoi il va menacer les Européens, en fait? C'est quoi son truc? Bah, lui, il fait quelque chose, la Russie, aujourd'hui, est en train de faire quelque chose qui est juste, j'ai envie de dire, taper en dessous de la ceinture, mais il y a quelque chose qui vient déstabiliser, c'est l'angle mort de la sécurité, en fait, internationale. Et je crois que ça, il faut qu'on trouve des réponses. Parce que si on ne fait pas, on va pousser des États. Alors, le système aussi de non-prolif est assez bien fait, en tout cas. Vous n'allez pas empêcher dans l'imaginaire, notamment des pays de l'Est et des pays baltes, de se dire peut-être qu'il faudrait qu'on ait l'arme nucléaire, parce qu'en fait, tout ça, ça nous a montré que c'est fait pour défendre qu'eux-mêmes. Et donc, cette fameuse question de dissuasion élargie, de partage nucléaire qui est arrivée. Alors justement, on y arrive, c'est très bien, c'est la transition en 2025. J'ai regardé plusieurs sondages, plus de 50% des Polonais
Et les 3/4 des Sud-Coréens, donc on va plus Ouais. loin que l'Europe, souhaitent que leur pays acquiert une Bah capacité oui, d'armement nucléaire autonome. étonnant. Alors, d'où ça vient? Pourquoi on en est arrivé là? Et puis sommes-nous à l'aube, d'une nouvelle course à l'arme nucléaire? Alors, ça vient parce que de ce que je viens de vous dire. On n'a pas enfin, le fait qu'il n'y ait pas eu de et c'est très bien, attention, attention, qu'il n'y ait pas eu de riposte nucléaire, des États dotés contre, la Russie, a interrogé les pays visés par la menace d'un État doté, donc de la Russie, de leur capacité à se défendre. Donc attendez, nous on est exposés, parce qu'ils auront pu s'exposer de manière purement géographique. On est exposés, vous êtes en train de nous dire qu'on se met devant, on est un char à canon de bouclier là, et vous derrière, vous envoyez pas votre armada. Et ça, ils comprennent pas. Et peut-être que, la question, qui, s'enlève, c'est comment on fait pour, les rassurer? Parce que nous, Français, on a envie de les rassurer. Moi, j'ai l'impression que les Français, oh, pas du tout, attends, si demain ça attaque la Pologne, c'est un problème de Polonais, en fait, c'est une erreur à mon sens. Mais ça, c'est le climat aujourd'hui qui est posé. Donc ça veut dire que quand on a effectivement les sondages comme ça, ce qui pousse encore une fois les populations, il y a les concepts d'emploi et les doctrines dans lesquelles ces concepts d'emploi s'inscrivent. Je crois que, la dissuasion française, elle n'a jamais eu de vocation géographique. Elle parle d'intérêts vitaux. C'est tout. Charge et c'est très intéressant, charge en fait aux dirigeants, donc là en l'occurrence c'est Emmanuel Macron, puis 10 ans, puis il y aura quelqu'un d'autre, à lui ou à elle de décider au moment précis si effectivement attaquer la Pologne, ça fait partie d'un intérêt vital ou pas. Et c'est là en fait où la démocratie prend tout son sens, c'est que là, il faut faire parler les peuples, il faut expliquer. Et c'est là où je pense qu'on n'a pas été bon, c'est un peu ce que je disais au début. Il faut expliquer ce que c'est que la dissuasion, il faut expliquer ce que c'est l'Europe. C'est ça. Si on ne dit pas qu'en fait tout ça c'est un socle commun, si on ne dit pas que quand il a fallu que la Première Guerre mondiale commence par l'assassinat d'un homme qui n'était pas français pour qu'on s'engage, on ne comprend pas en fait comment on est arrivé. Mmh. Et je trouve que notre non-connaissance, notre non-volonté, et là, moi, j'accuse directement les médias de ne pas nourrir la connaissance publique. Même nos élus, en fait, ils ne connaissent pas ça, on se rend compte. C'est le territoire européen qu'on a défini, il faut le chérir et le protéger. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, quand on touche à la Pologne, on touche à la France, dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire que dans une autre logique, ce soit le cas. Mais il faut accepter de se poser la question et de dire que parfois la réponse, elle peut dire qu'effectivement, ça touche à nos intérêts vitaux. Il faut être capable de l'expliquer. Et ça, en fait, quand on est enfin, en tout cas aujourd'hui, moi, quand j'ai des enfants, j'ai des amis, je côtoie beaucoup le milieu étudiant, c'est un vide. Il faut qu'on explique et je crois que ça, c'est peut-être le terreau dans lequel il faut expliquer les choses. Et peut-être on dira que bah non, finalement, la Pologne, ça ne nous concerne pas. Peut-être, je ne suis pas d'accord, mais peut-être. Posons le débat, expliquons. Et les réponses, à mon sens, on ne les trouve pas dans une boule de cristal. Elles sont dans le passé. Nos guerres et notre paix européenne, ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. On a couru après, on a été victimes. Il y a eu 2 guerres mondiales. On n'a pas envie que ça recommence. Moi, j'espère qu'on n'a pas envie que ça recommence. Et si on est d'accord à l'idée qu'on n'a pas envie que ça, dans l'idée qu'on n'a pas envie que ça recommence, donc il faut qu'on se remette autour d'une table pour dire qu'est-ce qui s'est passé avant, quels étaient les germes, pourquoi on ne s'est pas engagé pour la Serbie à ce moment-là, pourquoi tout ça. Donc il faut vraiment qu'on se dise à quel moment on est concerné et sortir de ce nombrilisme de frontières qui, sur ces questions-là, ça ne va pas de frontières. La frontière, elle est Europe vis-à-vis d'autres mondes. La Russie est un autre monde. On peut dire qu'il y a une partie européenne de la Russie. Bon, ok, très bien. Mais c'est pas le même monde. Alors, Elle est idéologique et pas territoriale. on va continuer, toujours dans ce domaine-là. Vous vous souvenez, l'an dernier, il y a mon chancelier Friedrich Merz qui a rencontré Emmanuel Macron pour justement discuter de la dissuasion, et du partage de la dissuasion nucléaire, française, alors, on ne sait pas exactement quel a été, le enfin le contenu exact des discussions. On sait simplement que Fliset-Salik était un sujet sérieux qu'il fallait évoquer. Mais quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait envisager, enfin, quelles sont les formes possibles de partage de la dissuasion nucléaire avec l'Allemagne? Est-ce que c'est envisageable? C'est réaliste? Légitime de la part des Allemands, moi c'est étonnant, mais dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire qu'il y a
deux réalités. C'est que l'Allemagne d'aujourd'hui considère que sa sécurité dépend quelque part de son alliance avec la France. Donc, c'est-à-dire que sur ma question franco-allemande, c'est plutôt bon signe. Ouais. Réaliste, non. L'arme nucléaire n'existe, enfin, n'a de sens que si elle est souveraine. D'accord. Elle ne se partage pas, elle n'a jamais vocation d'être partagée. Et enfin, dans le sens, dans l'enclenchement de, comment dire, du tir. C'est ça, c'est l'ordre d'engagement. Et je crois que c'est là où il y a un hiatus. Est-ce que finalement, le chancelier allemand ne voulait pas dire est-ce que la France pourrait s'engager à partager sa défense, quelque part, à dire que vous protégez aussi un peu les Allemands? C'est ça la question. Mais ça veut dire, du coup, charge aux Français, charge aux Allemands de dire on a attaqué, allez-y, et nous on apprécie. Ou c'est non, maintenant votre bombe atomique, c'est aussi la nôtre. On peut payer à moitié, on a 50-50, et puis on décide ensemble. Et le même ensemble, c'est quoi? Ils ont. Pardon. Ça, c'est une question de détail. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça, sa deuxième option me paraît impossible. Au contraire, ça discréditerait la force de l'arme. Maintenant, ce que je dis, la doctrine française n'a pas de limite géographique. Parce que demain, si l'Allemagne est attaquée, est-ce que ça porte atteinte aux intérêts vitaux? Si la Russie attaque l'Allemagne dans une logique européenne, je pense que la réponse est assez claire. La France est visée. Si dans un autre univers, l'Allemagne est en guerre avec un conflit très fort, par exemple avec l'Italie, et que l'Italie se met à attaquer de manière massive, à mettre en danger, non, en fait, c'est un conflit bilatéral, réglez vos problèmes autrement. Bien évidemment, ça n'arrive, enfin, en tout cas, je crois que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça la question. D'accord. Et je crois que finalement, la doctrine française est, ce que je dis dès le début, on est solide, elle est claire. Peut-être faut-il qu'on rassure ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et donc, pour dire que ramener ce qu'est la France, c'est-à-dire pour moi, c'est un pays central dans la paix mondiale, et que de la manière dont on basculera par la suite, parce qu'il y a des élections politiques qui vont teinter comme ça des trajectoires stratégiques, changera la donne. Moi, je pense qu'on est la dernière ligne de défense, sinon on bascule, en gros, du côté des hégémons. Je donne pas cher pour le reste de l'Europe. Et je pense que nous, Français, on doit être capable d'accepter cette force. Et donc, qui dit accepter une force, c'est un peu, il y a le côté obscur, mais le côté hyper clair de la force, c'est la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de nos problèmes, là, ce que vous disiez tout à l'heure, narcissique, quelque chose. On n'est pas qu'un pays, on est un phare. Et c'est ce qui fait que certains disent qu'on est arrogant, mais du coup, on a honte. Du coup, on dit qu'on est nul, alors que non, on est un phare solide, parce qu'on a travaillé. Et franchement, merci le général de Gaulle. Et toute l'administration, la naissance du CEA, enfin, c'est pas rien en fait. On n'est pas là par hasard. Cette richesse-là on ne peut pas tomber dessus, c'est pas tomber sur un coin de la tête. Ça a été pétri dans l'acier qu'est notre rapport à la résistance. Et brader ça, en tout cas, moi je trouve qu'on le fait pas maintenant, au contraire. Mais la manière, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont finalement notre démocratie et les réseaux sociaux, je trouve que les réseaux ont vraiment une responsabilité honteuse dans l'alimentation d'un débat négatif. Être français aujourd'hui, c'est pas juste une nationalité, c'est une image, c'est un phare. Les droits de l'homme, les gars, ça vient pas de Madin, hein. Ça va pas du Pérou, hein. Ça veut pas dire que ces pays-là ne sont pas capables de connaître la protection de la dignité humaine. Je dis juste que la manière dont nous avons pétri le monde, parce que c'est ça, et c'est ça que les Américains nous reprochent, c'est ça que les Russes nous reprochent. Ce petit pays-là, avec un béret et une marinière, il manque la baguette, qui méprise par ailleurs par ces stigmates-là, nous, on a dit, faites ce que vous voulez. Ici s'arrête votre hégémonie. Et et la question, c'est nous, quel pas on fait? Est-ce qu'on dit que tous ceux qui seront avec nous seront protégés de cela?